Voilà, donc, hop, je mets. On peut pas mettre sur le grand écran. Et attends, tout à l'heure, ça fonctionnait, là. Enfin, attends. Alors, là, donc, tout est enregistré comme ça. Particulièrement. Je vais mettre sur l'écran. Alors, attends. C'est là. Pas pourquoi. Bah, ça marque que ça partage. Ouais, je sais, mais parce que ça partage, donc utiliser fenêtre, voilà, qui est là, partagé. Plein écran, et là, cette fois-ci, visiblement, quelqu'un a modifié, donc là, on est en plein écran. Voilà, je suis vraiment désolé. Donc, le CADH, c'est très facile, très simple. Et donc, c'est pour ça, parce que c'est tellement simple, que j'ai demandé à quelqu'un qui connaît très bien, donc, du service des explorations fonctionnelles, donc à Élise Bouderlic, de venir nous parler de quel est le diagnostic, quel test pour le diagnostic positif et étiologique du CADH. On est très heureux de t'entendre. Et ben, Est-ce que tu veux Voilà, ouais, pas trop loin du pas truc. trop loin de là. Voilà, comme ça, c'est bien enregistré. Comme ça, on entend. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour vous parler d'hyponatrémie. Donc, en introduction, des mots finalement de physiologie du bilan de l'eau. Donc, l'eau, c'est un des composants majoritaires de notre organisme, puisque chez l'adulte, c'est environ 60% de notre poids total. Il se répartit en deux secteurs, qui sont les secteurs intracellulaires et le secteur extracellulaire, en deux tiers, un tiers entre ces deux secteurs. Au sein du secteur extracellulaire, qui est le secteur qu'on va pouvoir mesurer, il y a un composant qui est plus minoritaire, qui est le secteur plasmatique, qui correspond à environ 3 litres de ce volume total des 42 litres. Quand on s'intéresse au bilan de l'eau, on va s'intéresser énormément au mouvement d'eau, puisque c'est ce qu'on va pouvoir étudier, et à la répartition de ces mouvements d'eau. L'eau, quels sont les mouvements à l'échelle de tout l'organisme? Donc, on a des entrées qui sont les boissons, qui sont entre 1 et 3 litres par jour en général, et une élimination qui est régulée, qui est l'élimination rénale, qui s'adapte aux entrées et à l'état stable. Nos entrées sont égales à nos sorties et régulées d'un point de vue rénal avec une petite perte digestive, cutanée et respiratoire qui sont minoritaires dans le métabolisme habituel. Il y a également une part d'utilisation du métabolisme de l'eau par le métabolisme cellulaire qui correspond de manière à peu près homogène aux pertes qu'on appelle insensibles, et ces pertes insensibles qui sont les pertes cutanées et les pertes respiratoires qui correspondent à peu près au même volume que l'entrée d'eau qui est produit par le métabolisme de l'organisme. Donc, je vous ai dit qu'on s'intéresse au bilan de l'eau, on s'intéresse aussi au mouvement d'eau, puisque ce qu'on peut mesurer et la variable qui est la variable régulée de l'organisme, c'est l'osmolalité. L'osmolalité, ça correspond à la quantité d'osmol que divise soit par le kilo d'eau ou par litre, en fonction de si on regarde l'osmolalité ou l'osmolarité. Et l'organisme, il est capable de venir mettre en équilibre l'osmolalité extracellulaire et intracellulaire par des mouvements d'eau de part et d'autre des membranes cellulaires. Et donc, quand on s'intéresse au bilan hydrique de l'organisme, on va s'intéresser surtout à ce qui se passe à l'intérieur des cellules, puisque la quantité d'osmol intracellulaire, elle est relativement stable, et ce qui fait varier ce contingent cellulaire, ça va être les mouvements d'eau qui vont faire varier le volume cellulaire, soit à la hausse en cas d'entrée d'eau, soit à la baisse en cas de sortie. Qu'est-ce qui vient réguler cette homéostasie du bilan de l'eau? Plusieurs choses. On a dit la variable régulée, c'est l'osmolalité, c'est ce que l'organisme va être capable de ressentir par le biais des osmorécepteurs. Et ces osmorécepteurs, ils vont aller stimuler globalement deux grands signaux qui vont être les signaux qui vont pouvoir permettre d'adapter le besoin en eau de l'organisme. Un premier signal qui est la sensation de soif, qui est un signal important qui va bien évidemment réguler la quantité d'eau que vous allez ingérer dans l'organisme. Les apports en eau, ils sont régulés par votre sensation de soif principalement.
Et le deuxième élément qui va être la variable adaptatrice de l'organisme, ça va être la sécrétion d'ABP ou d'ADH. C'est la vasopressine. Cette vasopressine, elle est synthétisée sous la stimulation des osmorécepteurs en cas d'augmentation de l'osmolalité. Et elle va aller agir au niveau rénal par l'intermédiaire des récepteurs V2 du canal collecteur pour aller permettre d'exprimer les aquaporines qui vont permettre de modifier l'expression d'eau libre au niveau urinaire. On va revenir dessus. L'ADH, donc pour revenir sur ce qu'est cette molécule, donc c'est un tout petit peptide qui fait 9 acides aminés, qui est synthétisé au niveau de l'hypothalamus par les neurones magnocellulaires des noyaux supraoptiques et paraventriculaires et qui va être transporté jusque dans la post-hypophyse, qui va être l'endroit où il va être sécrété. Cet ADH, on n'est pas revenu dessus, il est synthétisé et c'est tout petit et c'est assez difficile à doser, on va revenir dessus après. C'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer de manière fiable et précise. Comment c'est régulé? On a dit c'est régulé par l'osmolalité, puisque votre concentration de vasopressine, là, ici, qui va être en ordonnée, elle va être régulée par votre osmolalité plasmatique, c'est son principal sensor. Mais le deuxième sensor important, comme vous le voyez, c'est la pression artérielle et le volume extracellulaire, qui est le deuxième élément qui va réguler également la sécrétion d'ADH. Et vous avez vu, quand vous avez un volume extracellulaire qui diminue de manière importante, vous allez avoir une sécrétion d'ADH qui va augmenter de manière importante. Ça se témoigne comment, si on regarde les boucles de régulation, c'est que finalement, votre relation entre votre osmolalité plasmatique et votre sécrétion d'ADH, elle va varier en fonction de votre état volémique. Et donc, finalement, vos valeurs attendues d'ADH et vos valeurs normales d'ADH, elles le sont établies quand on a un secteur extracellulaire qui est normal. À partir du moment où votre secteur extracellulaire est pathologique, notamment hypovolémique, eh bien, vous allez avoir une sécrétion d'ADH physiologique et qui n'est pas adaptée à votre natrémie et à votre osmolalité. Elle va être adaptée à votre volémie. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête quand on parle de sécrétion d'ADH. Cet ADH, on m'a dit, c'est ce tout petit peptide qui est là juste ici. Et ces tout petits peptides, il vient du clivage d'une plus grosse protéine qui correspond à l'ensemble de ce qu'il y a là ici juste au-dessus et qui est synthétisé de manière équimolaire avec un autre peptide qu'on connaît bien quand on s'intéresse au métabolisme de l'eau, qui est la copeptine, qui est le deuxième peptide qui est là ici et qui, contrairement à l'ADH, c'est un peptide qui est plus stable dans le temps et qui est plus facile à doser. Le peptide, la copeptine, c'est pas le peptide qui est actif. Le peptide qui est actif, c'est bien l'ADH. Cette ADH, elle est active puisqu'elle va aller se coupler à son récepteur, qui est le récepteur V2, à l'ADH qui est présent au niveau du canal collecteur, donc tout à la fin du tubule rénal. Et tout à la fin de ce tubule rénal, ce récepteur à l'ADH, il a comme effet de venir mettre à la membrane des aquaporines, les aquaporines de type 2, qui sont normalement en intracellulaire, qui viennent être mis à la membrane et viennent permettre la sortie d'eau de la cellule quand il y a un sensor qui est le sensor de l'ADH. Et donc, ces aquaporines qui permettent le transport facilité de l'eau par le biais de ce transporteur qui permet juste la sortie. Donc, on l'a vu, on a une relation importante entre l'osmolalité plasmatique et l'ADH, avec une relation qui est assez linéaire entre l'osmolalité plasmatique et la sécrétion de vasopressine, à la nuance près de ce qu'on a dit juste avant, qui est que cette relation linéaire, elle se décale en fonction de votre état volémique. Cette relation normale. Cette relation normale dans le sang, on la voit aussi quand on s'intéresse à deuxième élément, qui va être la régulation urinaire, qui est que votre concentration d'ADH, elle est aussi corrélée de manière très linéaire entre la concentration de vasopressine et votre capacité à concentrer vos urines. C'est-à-dire, plus on a d'hormones antidiurétiques, plus on est capable de concentrer les urines pour retenir le maximum d'eau. Et le meilleur élément pour évaluer cet élément, ça va être de regarder l'osmolalité urinaire, qui va varier de manière physiologique entre son minimum physiologique qui est d'environ 60 milliosmoles chez un individu jeune en bonne santé, et le maximum physiologique qui, chez l'homme, pareil chez un individu jeune en bonne santé, d'environ 1200 milliosmoles.
Donc là, ici, si on se repose la question comment on réagit face à une hyponatrémie une fois qu'on a fait ces petits rappels physiopathologiques, quelle est la conduite à tenir un peu pratique? La première chose, on a une hyponatrémie, la première question qu'on se pose, c'est quelle est l'osmolalité plasmatique? Est-ce que l'hyponatrémie qu'on voit sur la prise de sang, elle correspond réellement à une variation de l'osmolalité? Pourquoi on se pose cette question? Puisque finalement, on a d'autres raisons d'avoir une natrémie qui baisse, notamment des raisons très analytiques, puisque la natrémie, quand on la dose en biochimie standard, c'est une technique de dilution, et on prend l'ensemble du plasma qu'on dilue, on mesure par potentiométrie indirecte la natrémie. C'est un peu complexe quand on est non initié, mais ça veut dire que s'il y a d'autres éléments qui sont dans le liquide plasmatique qui viennent prendre la place, et bien finalement, les ratios de dilution qu'on met en place, et bien ils peuvent venir fausser le dosage de natrémie. Et ces éléments qui peuvent venir fausser ce dosage, c'est les grandes hypertriglycéridémies, les grandes hyperprotidémies, qui viennent prendre de la place dans le volume, et cette place qu'on considère être de l'eau normalement, et finalement, et ben, elle est mal dosée puisque finalement, c'est pas de l'eau. Donc, fausse valeur possible en potentiométrie indirecte. Potentiométrie indirecte, c'est la valeur qui est réalisée habituellement dans les laboratoires de biochimie. Deux manières de passer outre ces facteurs correctifs: doser l'osmolalité plasmatique qu'on a disponible ici à l'HEGP. On passe le tube sur un osmomètre, on mesure l'osmolalité qu'il y a dans le tube. Deuxième mesure possible, si on n'a pas la possibilité de doser l'osmolalité plasmatique, c'est de réaliser une mesure directe de la natrémie. Et ça, c'est une mesure qui est réalisée en général sur les appareils à gaz du sang. On mesure la natrémie sur un appareil à gaz du sang, c'est pas la même technique biologique, c'est de la potentiométrie directe. Et cette potentiométrie directe, elle prend pas en compte ces facteurs de dilution qui peuvent venir fausser les valeurs de natrémie. Premier élément, comme toujours en biologie, s'assurer que la valeur qu'on voit, ça correspond réellement à une anomalie de la variable régulée. Et donc, on a dit la variable régulée, c'est l'osmolalité plasmatique. Et l'autre manière d'estimer l'osmolalité plasmatique, c'est bien évidemment multiplier par 2 la natrémie, puisque la natrémie, c'est l'élément le plus osmotiquement actif dans le sang. C'est pour ça qu'on fait ce raccourci le plus souvent en disant hyponatrémie, c'est le phénomène pathologique chez les patients, même si la variable importante, c'est l'osmolalité. Donc, une fois qu'on s'assure que notre patient, il a réellement une hyponatrémie avec une hypoosmolarité, c'est la question qu'on se pose. On a dit là ici, l'autre diagnostic possible, c'est les pseudo-hyponatrémies, les artefacts biologiques, ou les hyponatrémies hyperosmolaires dans le cadre des grandes intoxications qui peuvent avoir, notamment le mannitol, qui peuvent aussi fausser l'osmolarité. Ça, globalement, on s'absout de ces deux problèmes-là en regardant l'osmolarité. Donc, quand on parle d'hyponatrémie, souvent on fait le sous-entendu qu'on parle d'hyponatrémie hypoosmolaire. La deuxième question va être quelle est notre réaction rénale face à cette hyponatrémie? Quelle est la réaction rénale face à un trouble ionique? Quand on regarde d'hyponatrémie, on va regarder quelle est l'osmolalité urinaire. Et donc, comment le rein est capable d'obtenir des urines diluées? C'est la question qu'on se pose, c'est-à-dire si on veut que le rein soit capable d'éliminer de l'eau, qu'est-ce qu'il doit pouvoir être capable de faire? Pour pouvoir être capable d'éliminer des urines diluées, il faut que les urines qui arrivent au début du canal collecteur, elles aient réellement pu être diluées, puisque on l'a vu au niveau du canal collecteur, les aquaporines, elles permettent la sortie d'eau de manière passive par ce canal qui laisse juste sortir de l'eau. Il faut qu'en amont de ce canal collecteur, le rein était capable de faire son travail dans ce qu'on appelle le segment de dilution. Donc le segment de dilution, c'est le tubule contourné distal, et c'est l'endroit où le rein il est capable d'abaisser l'osmolalité en dessous de l'osmolalité plasmatique, donc en dessous des 300 milliosmoles. Si notre segment de dilution ne fait pas correctement son travail, l'osmolalité urinaire, elle n'est pas capable de descendre en dessous de cette osmolalité plasmatique de ces 300 milliosmoles. Il y a un premier cut-off dans l'osmolalité urinaire, c'est est-ce que je suis capable d'abaisser mon osmolalité urinaire en dessous de 300? Et ce en dessous de 300, ça correspond à ce segment de dilution. Et qu'est-ce qui va impacter le segment de dilution? Eh bien, c'est les médicaments qui agissent sur ce tubule contourné distal, qu'on utilise relativement fréquemment en néphrologie, les diurétiques thiazidiques. Et puis, un autre élément qui aussi va impacter potentiellement le tubule contourné distal, la maladie rénale chronique à des stades avancés qui vont faire que le tubule il est plus forcément capable d'avoir toute la machinerie potentielle pour abaisser ce segment de dilution.
Donc, deux situations où on sera de manière attendue incapable d'abaisser son osmolarité urinaire en dessous de 300, maladie rénale chronique avancée et surtout diurétique thiazidique. Si on est capable de diluer, donc de baisser son osmolarité urinaire si on n'est pas dans ces deux conditions-là, la deuxième question, c'est est-ce que ma sécrétion d'ADH, elle est capable d'être freinée? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de ne pas mettre en œuvre cette hormone antidiurétique? Est-ce que je suis capable de pouvoir éliminer de l'eau? Quelles sont les situations où physiologiquement on a une sécrétion d'ADH? Bon, on l'a vu, c'est la sécrétion, la stimulus volémique. Si on a un patient qui est... Oui. C'est finalement qu'est-ce qui détermine au niveau du contourné distal que le moment va comprendre qu'il faut diluer. De manière physiologique, on dilue forcément dans le tubule contourné distal. En fait, de manière physiologique, dans l'anse de Henle, on concentre, puis dans le tubule contourné distal, on dilue, on remonte finalement mécaniquement jusqu'à l'entrée du canal cortical. Exactement. Voilà. Mais tout le monde, quelle que soit la situation volémique ou hydrique, à cet endroit-là, on dilue, c'est la fonction normale du tubule distal. Voilà. Non, j'ai peut-être pas précisé suffisamment clairement, c'est l'endroit où ça arrive, et puis après, l'excrétion d'eau, elle se fait plus ou moins importante, de manière régulée dans le collecteur, par le biais des aquaporines qui vont être mises ou pas à la membrane et permettre de sortir ou pas de l'eau en fonction de la présence des aquaporines. Donc en effet. Et donc deuxième chose, c'est est-ce que mon patient il est hypovolémique? Puisque s'il est hypovolémique, il y aura forcément de la sécrétion d'ADH. Et s'il y a forcément de la sécrétion d'ADH, et ben on s'attend à ce que les urines soient concentrées et qu'on ne soit pas capable d'aller diluer les urines puisqu'on a forcément cet ADH qui est présent. Donc, en résumé, on a dit, quand on regarde l'osmolarité urinaire du patient, face à une situation d'hyponatrémie hyposmolaire, soit notre osmolarité urinaire, elle est basse. Si elle est basse, on a une excrétion rénale qui est adaptée, on est capable d'éliminer de l'eau et on peut se poser la question de pourquoi le patient il a mis en excès ses capacités de dilution urinaire. C'est-à-dire il est capable d'éliminer de l'eau, soit il n'a pas mangé assez d'osmol, soit il a bu trop d'eau. Voilà, ça va être ça la question, si l'osmolarité urinaire est basse. Si l'osmolarité urinaire elle n'est pas basse, donc elle est inadaptée, on revient aux questions qu'on s'est posées juste avant, de se dire pourquoi cette osmolarité urinaire elle n'est pas basse. Et quand on dit le critère bas, le critère qu'on retient en général dans la littérature, c'est 100-150 milliosmoles par kilo. On a dit le minimum physiologique, c'est aux alentours de 60. Ce minimum physiologique, il s'émousse avec l'âge. Et chez les patients, on retient en général un seuil de se dire qu'au-dessus de 100-150 milliosmoles par kilo d'osmolalité urinaire, on estime que l'osmolalité urinaire, elle est inadaptée. Deuxième question du secteur extracellulaire, c'est pas si simple, on l'a vu, ça bouge beaucoup les choses et les données de la littérature, elles sont assez claires, que ça soit dans l'insuffisance rénale aiguë ou dans l'hyponatrémie, c'est qu'évaluer le secteur extracellulaire de manière clinique, c'est assez difficile et on se trompe assez souvent juste sur les données cliniques nous on s'aide facilement quand on voit les patients en hôpital de jour, de mesurer des réniles et des aldostérones pour s'assurer qu'il n'y ait pas un hyperaldostéronisme secondaire, bien évidemment chez les patients qui n'ont pas de médicaments qui interfèrent sur le système rénine-aldostérone, pour avoir des arguments indirects, biologiques ou paracliniques. Est-ce qu'il faut aller plus loin, demander une échographie cardiaque? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans les marqueurs, plus que la clinique? Et puis, au moindre doute, pas hésiter à se dire, on fait un test d'épreuve, de dire, je lui perfuse un peu de sérum salé isotonique et je vois quelle est son évolution, quoi. Si le patient, il corrige son osmolarité urinaire avec de la perfusion de sérum salé isotonique, le plus probable, c'est qu'il était déshydraté. On va avoir des indices cliniques, paracliniques ou un test thérapeutique au sérum physiologique. Et donc ensuite, on en vient à ce fameux SIAD ou SIADH, où on est dans une situation où on a une sécrétion d'ADH qui est décorrélée à l'osmolalité plasmatique, puisque le patient il a une hyposmolalité, et qui est décorrélée à la volémie, puisqu'on s'est posé la question de la volémie juste avant. Quand on est dans ce cadre-là, il nous reste 3 grands diagnostics, le SIADH, l'insuffisance surrénale, qui peut être très infraclinique en dehors de ce symptôme, et donc il faut de manière assez systématique faire un test au synactène pour éliminer l'insuffisance surrénale. Excuse-moi. Oui.
En insuffisance surrénale, tu considères que la volémie est normale malgré le fait qu'ils ont une perte rénale de sodium et qu'ils ont la contraction elle n'est pas corrigée. Elle n'est pas corrigée forcément par un test thérapeutique standard au sérum Phi. Et finalement, on a du mal à la mettre en évidence. C'est plus ça. Si on voit le patient et qu'on se dit, d'accord, ils sont. Mais bien sûr, ils sont hypovolémiques, on est d'accord, mais on a du mal à le mettre en évidence et à le prouver. Donc finalement, on se trouve dans la situation où ils ont peut-être une hypovolémie, les insuffisances surrénales, mais à côté de laquelle on peut passer, c'était plus dans la démarche où on se pose la question, on lui a perfusé un litre de sérum Phi et ça répond toujours pas. Mais je suis d'accord avec toi, ils ont quand même une hypovolémie, c'est une insuffisance surrénale. Et l'hypothyroïdie, c'est beaucoup plus discuté dans la littérature. C'est les hypothyroïdies majeures, ce qu'on retrouve avec des myxœdèmes, des choses comme ça, où on a vraiment des case reports associés entre hypothyroïdie et hyponatrémie. On la recherche de manière assez systématique, mais on va dire notre côté impactant sur le nombre d'hypothyroïdies associées à l'hyponatrémie qu'on retrouve, c'est relativement rare. Marie, je ne sais pas si toi, tu en as déjà vu. Mais j'ai pas l'impression qu'on en voit très souvent des hypothyroïdies. Voilà, c'est ça. Très clairement. Même avec une patiente qui avait la schiste. Historique. Voilà, c'est décrit, mais c'est assez historique et c'est beaucoup moins vrai que pour l'insuffisance surrénale où vraiment on détecte des insuffisances surrénales que sur l'hyponatrémie qui avait assez peu d'autres symptômes par ailleurs. Et donc c'est ce que je disais là ici, testocinactène au moindre doute, vraiment, et l'hypothyroïdie, les données de la littérature, c'est que la baisse de la natrémie, elle est de 0,14 millimol pour un gain de 10 milliunités de TSH. Donc ça montre qu'en effet, il faut vraiment des hypothyroïdies majeures pour réussir à avoir une hyponatrémie patente, quoi. Donc, ça explique pourquoi on a un peu du mal à les voir en clinique. Que disent les recommandations donc là, on a fait un peu la démarche physiologique. On a fait un peu la démarche physiologique sur comment réfléchir dans une hyponatrémie. Et quand on regarde les recommandations, les recommandations, elles vont dans le même sens, de dire que pour retenir le diagnostic de SIAD, il faut une hypoosmolalité, une osmolalité urinaire inadaptée, un patient qui est cliniquement euvolémique, donc avec toutes les limites de la clinique euvolémique, qui complète par une concentration urinaire de sodium supérieure à 30 mmol par litre, ce qui est aussi un indice indirect d'estimer la volémie. Et exactement, si ça n'est pas dû à bien sûr, si ça n'est pas dû à une perte rénale de sodium. Et les autres causes potentielles éliminées d'hyposmolalité, donc l'absence d'hypothyroïdisme, d'une insuffisance surrénale, en l'absence d'utilisation diurétique et chez un patient qui a une fonction rénale normale. Et on a vu pourquoi il y a ces différents critères qui sont dans les critères diagnostiques. Donc, ça veut dire que... Oui. Chez les patients insuffisants rénaux, sous-thiazide. C'est les critères officiels pour retenir le diagnostic de SIAD. Après, quand on est en dehors de ces critères, c'est là que vient l'utile de faire des explorations dynamiques et de voir les critères un peu plus complexes que ce que nous on peut faire finalement en physiologie, qui vont être des critères de réponse à une charge hydrique et qui va être quel est le pourcentage de charge hydrique qu'on est capable d'éliminer, quelle est la variation de la clairance de l'eau libre quand on administre de l'eau, quelle est la variation de la clairance osmolaire, qui sont ça des critères beaucoup plus fins qu'on ne peut pas évaluer sur des critères, on va dire, non dynamiques, mais qui en effet, chez les patients insuffisants rénaux, on est un peu obligé de faire ces épreuves pour pouvoir répondre à la question, puisque les critères, on ne peut pas tous les avoir puisqu'on est un peu impacté. On l'a dit, donc c'est une sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Ça, c'est le terme ancien. Et ce terme, il a été un peu révolu en disant que c'est un syndrome d'antidiurèse inappropriée, puisque finalement, quand on regarde l'expression d'ADH chez ces patients qui ont des SIAD confirmés, la sécrétion d'ADH, on peut à peu près tout voir. Des sécrétions d'ADH basse, des sécrétions d'ADH élevées, des relations linéaires. Donc voilà, globalement, quand on regarde la sécrétion d'ADH, ça ne nous permet pas du tout de s'orienter et ça ne nous permet pas non plus d'évaluer le pronostic de ces patients et quelle est la cause du SIAD de manière sous-jacente. L'ADH, 1, c'est difficile à doser et 2, ça ne nous permet pas de bien les stader
Donc clairement, c'est pas une donnée à faire pour permettre d'orienter le diagnostic de SIAD. Pourquoi c'est difficile à doser? On a dit c'est difficile à doser parce que le préanalytique, c'est un tout petit peptide qui se dégrade très vite ex vivo, qui est difficile à doser. La copectine, c'est plus stable, c'est plus facile à doser, mais c'est pas forcément très fiable dans ses valeurs basses. Donc c'est pas forcément beaucoup plus simple d'interprétation, et puis c'est surtout pas dosé dans l'indication de l'hyponatrémie, c'est plus dosé comme marqueur cardiovasculaire par les laboratoires, donc avec des valeurs normales qui sont mal établies pour l'hyponatrémie, pour la copectine. Donc c'est des peptides qui sont difficiles à évaluer. La seule indication qui nous permet vraiment d'avancer dans le diagnostic, c'est quand vraiment cette valeur elle est basse de manière répétée. On va évoquer deux diagnostics qui vont être la polydipsie primaire, donc les patients qui boivent trop d'eau, mais finalement on est censé pouvoir rétablir le diagnostic autrement, et surtout les mutations activatrices du V2R, donc les formes génétiques d'activation constitutionnelle du récepteur. Et donc, finalement, la régulation de l'ADH, elle est normale, c'est vraiment l'activation du récepteur qui est pathologique. Oui. Non, dans l'insuffisance rénale, l'expression du V2 est modifiée, elle est diminuée. Alors, je n'ai pas de notion que l'expression du V2R elle soit très différente dans l'insuffisance rénale. Je n'ai pas cherché spécifiquement, mais le V2R, il me semble qu'il ne soit pas particulièrement impacté par la maladie rénale chronique. Marie, tu voulais dire autre chose? Je pose la question, mais peut-être que c'est pas pertinent, parce que tu vas y revenir après. Est-ce que tu vas expliquer à partir de quel seuil on peut calculer qu'une polydipsie peut induire une hyponatrémie en fonction de notre gradient? Je ne l'ai pas forcément dit. Tu vois ce que je veux dire pour les plus jeunes, en effet, le petit calcul en fonction de l'apport en osmole. Exactement. On peut évaluer finalement quelle est la quantité d'eau qu'on est capable d'absorber en fonction de sa quantité d'osmole en regardant l'osmolalité urinaire sur 24 heures. Si on regarde l'ensemble des osmoles qu'un patient consomme sur 24 heures et sa capacité de dilution théorique ou mesurée, on peut se dire quelle est la quantité d'eau totale qui est nécessaire pour mettre le patient en hyponatrémie. C'est-à-dire qu'on regarde notre osmolalité urinaire des 24 heures, qui correspond à la quantité d'osmole que le patient a consommé dans la journée, et le seuil d'osmolalité urinaire minimale, soit théorique chez un patient jeune, on va se dire que le patient il doit être capable de diminuer son osmolalité urinaire, c'est-à-dire en dessous de 100. Peut-être le point pour les plus jeunes, c'est que le point à retenir, on n'est pas capable d'éliminer le litre. Pour éliminer un litre d'eau, il faut au minimum, chez les gens qui sont capables de très bien diluer, au minimum 60 milliosmoles par litre d'eau. Donc, si on est jeune, pour éliminer toutes ces osmoles d'une journée, on va dire un individu normal, il consomme aux alentours de 800, 1000 milliosmoles par jour, un peu moins chez les personnes âgées, un peu plus chez les personnes plus jeunes. Et donc, si on est capable d'éliminer, on va dire, un minimum de 80 milliosmoles par jour et qu'on consomme 800 milliosmoles, ça veut dire qu'on peut éliminer 10 litres d'eau, donc on peut boire 10 litres d'eau avec la quantité d'osmoles qu'on prend dans la journée sans se mettre en hyponatrémie. Et donc pour tous les patients, on est capable, en regardant leur valeur minimale d'osmolalité qu'ils obtiennent, soit par un test de provocation, ce que nous on fait, on regarde quand on leur donne 20 ml kg d'eau à combien ils diminuent au minimum leur osmolalité urinaire, soit en situation d'hyponatrémie. En situation d'hyponatrémie, ils sont à leur minimum, de regarder quel est leur minimum de chaque patient individuellement, de mesurer sur leur osmolalité urinaire des 24 heures quelle est la quantité d'osmol qu'ils mangent en régime habituel et de faire la division entre les deux. Ça nous donne le volume d'eau maximal de la journée. Bien évidemment, ce volume d'eau maximal, il a équilibré dans toute la journée. Puisque si on prend en une fois, il y a un moment où on va passer en hyponatrémie, puis après on va se réguler à un autre moment. Mais si on dit que le patient il boit de manière répartie dans la journée et qu'il mange de manière répartie dans la journée, et bien ce volume qu'on calcule, c'est le volume d'eau à ne pas excéder pour ne pas se mettre en hyponatrémie. Et ça de combien? Pour un individu jeune en bonne santé, c'est plus de 10 litres, plus de 15 litres d'eau pour se mettre en hyponatrémie. Voilà.
Le potomane jeune, s'il boit plus de 15 litres, il va se mettre en hyponatrémie. C'est ça, c'est l'idée pour qu'ils Exactement, pour avoir une idée du volume. C'est beaucoup. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a une diurèse complète à 3 litres, ça explique Ça explique l'hyponatrémie. C'est pas possible. Voilà. Ou alors, il mange rien. Ou alors, il mange rien. Voilà. c'est nous aussi. Voilà. C'est le tiers toast. C'est l'équilibre, toujours, entre la quantité d'osmoles qu'on consomme. Donc, les osmoles, c'est le sel, les protéines, c'est tout ce qu'on mange, et la quantité d'eau qu'on élimine et qu'on a bu. Et en se disant que de toute façon, notre patient, il se met à l'état d'équilibre, et ce qu'il a mangé et ce qu'il a bu, c'est censé être égal, sauf s'il excède ses capacités. C'est-à-dire un individu jeune, un potomane jeune, il faut qu'il ait bu plus de 15 litres par jour s'il a mangé normalement. Et à l'inverse, une personne âgée qui mange peu, qui a des capacités de digestion faibles, on peut descendre jusqu'à combien avant de se dire tiens. Ça, on peut le calculer. Ça, on peut le calculer, en effet. Beaucoup moins, et pour certains patients, ça peut être 2 litres, quoi. Il y a des personnes âgées au-dessus de 2 litres, ils sont plus capables parce qu'ils mangent pas beaucoup, parce qu'ils ont des capacités qui sont altérées. Voilà, une personne âgée qui mange en pleine canicule 400 milliosmoles parce qu'il fait chaud, elle est âgée, elle a pas faim, et qu'en plus on lui a dit allez-y mamie, il faut boire, il fait chaud, bah, elle se met en hyponatrémie, et c'est les hyponatrémies que vous pouvez récupérer l'été dans les services. Surtout si voilà, en plus, il y a un thiazide. Parce qu'en plus, le thiazide fait que vous n'allez pas descendre en dessous de 300. Donc, le thiazide, le je mange pas beaucoup et on m'a forcé à boire, c'est le combo de gériatrie typique qu'on voit relativement fréquemment. Voilà. Mais en effet, c'est l'équilibre entre tout ça. Dans les autres facteurs qui sont dits assez facilement dans les recommandations, ça va être de regarder. Dans la sueur, on oui. Combien d'osmoles? D'osmoles total, j'ai pas de chiffre en tête. Regarde Marie si tu as des chiffres en tête. J'ai pas de chiffre en tête. Je sais pas par cœur, mais c'est pas énorme. Hein. C'est pas beaucoup. C'est très peu. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment des grandes sueurs importantes, mais c'est minime, franchement. Ouais, les mucos, les choses comme ça, mais sinon, dehors de ces situations-là, c'est vraiment les situations extrêmes. Sinon, même la canicule, ça permet pas de. Alexandre. Dans les autres facteurs qui sont donnés dans les facteurs supplémentaires pour formuler le diagnostic de SIAD, ce qui dit assez facilement dans les recommandations, c'est de regarder l'acide urique et les fractions d'excrétion d'acide urique, qui sont des reflets aussi de ça, et quels sont les seuils qui sont assez reconnus dans la littérature. Sans diurétique, on a les mêmes performances à regarder la natriurése et la fraction d'excrétion d'acide urique. On ne fait pas mieux en regardant l'acide urique que la natriurése chez les patients qui n'ont pas de diurétique. Donc, chez les patients qui n'ont pas de diurétique, il y a assez peu d'intérêt à regarder ça. Chez les patients sous diurétique, ce qui peut être vos patients, ça peut être un facteur supplémentaire, et les seuils qui sont donnés dans la littérature sont si la fraction d'excrétion d'acide urique excède 12%, on a une valeur prédictive positive qui approche les 100% pour confirmer le diagnostic de SIAD, et quand on est inférieur à 8%, on a une très bonne valeur prédictive négative pour exclure le SIAD. Donc, ça peut être un critère additionnel, mais ça n'a pas été regardé chez les patients insuffisants rénaux. C'est chez les patients normorénaux, c'est ceux qui ont été validés. Il n'y a pas de cohorte de validation dans la maladie rénale chronique, j'ai pas trouvé de seuil dans la MRC. En tout cas, chez les patients qui sont que sous diurétique, c'est un critère additionnel de manière aiguë qui peut venir aider à s'orienter un peu sur l'orientation diagnostique, puisque bien évidemment, la natriurése, c'est un mauvais reflet chez ces patients puisqu'ils ne sont pas forcément capables de concentrer leurs urines sur la natriurése, puisqu'ils ont des diurétiques qui viennent impacter leur capacité de verrouiller leur natriurése. Sur le diagnostic étiologique, alors là c'est une deuxième partie complexe, bien évidemment les diagnostics étiologiques, il y en a beaucoup. Il y a les médicaments, n'hésitez pas à regarder et à faire appel à la pharmacovigilance sur les causes médicamenteuses. Il y a celles qu'on connaît bien, que je vous liste pas, mais qui sont très fréquentes. Et puis après, il y a des situations plus rares
où clairement, nous, on interroge très facilement la pharmacovigilance dans ce contexte-là. Ils sont très réactifs et ils nous aident beaucoup. Les causes centrales, les causes pulmonaires et les causes cancéreuses. Et puis, tout un melting pot de causes idiopathiques qui sont probablement un mélange de ce qu'on n'a pas réussi à trouver autrement. Et quelques causes génétiques, on l'a vu tout à l'heure, qui sont les mutations activatrices du récepteur ALDH. Dans les médicaments, dans les causes les plus fréquentes, on a dit c'est les causes plutôt centrales, tout ce qui va agir sur le système nerveux central, donc les antipyrétiques, antipsychotiques, antidépresseurs, tout ce qui va faire varier aussi les stimulus volémiques, tout ce qui va donner des nausées, tout ce qui va donner une hypovolémie, les diurétiques, ça va participer également. Et puis tout un melting pot d'autres médicaments pour lesquels les mécanismes physiopathologiques qui sont clairement mal décrits, qui vont donner aussi ce type d'atteinte, et également des causes toxiques. Chez certains patients, il y a la MDMA qui est bien décrite dans la littérature, mais dans les nouvelles drogues de synthèse, c'est pas décrit, mais potentiellement ça peut donner aussi ce type d'effet. Donc n'hésitez pas à bien interroger les patients sur la cinétique, et c'est un peu un interrogatoire policier qu'il faut faire chez ces patients pour essayer de retrouver à quel moment ils avaient une natrémie normale et ils avaient ou pas les médicaments, pour essayer de voir à quel moment ça a changé leur statut de natrémie. L'ectasie, ça donne en tant que tel des types de natrémie. Moi, j'avais notion que ça donnait parce que tous ceux qui en prennent, et ça veut bien, on vous conseille de boire beaucoup. Les thiazides, le problème, c'est que vu qu'on altère le gradient de dilution, si on a des apports osmolaires qui sont... Je parle de l'ecstasy. Ah, pardon, de l'ecstasy, pardon, j'ai compris les thiazides. L'ecstasy, c'est décrit. L'ecstasy, c'est décrit de manière répétée dans la littérature, mais quel est le lien de causalité directe, le mécanisme ne sont pas clairement décrits. On ne sait pas pourquoi c'est décrit. Mais est-ce que c'est parce que les patients ils ont aussi une sensation de soi beaucoup plus importante, qui est clairement décrite aussi chez ces patients qui consomment de l'ecstasy? C'est les mécanismes ils sont mal décrits et c'est mal phénotypé. Les case reports il y a une association hyponatrémie-ecstasy claire, et SIAD c'est évoqué, mais en tout cas nous on n'a pas de série de patients qui consomment de l'ecstasy dans le service pour répondre à la question. On a étudié ça. Et on a dit, bien évidemment, une cause importante, ça va être les médicaments qui vont aller agir sur l'ADH. Donc, les patients qui consomment du Minirin, s'ils ont une hyponatrémie, c'est un excès de traitement. Il ne faut pas forcément se poser midi à 14h si on réduit le traitement, ils sont plus hyponatrémiques. Et c'est une cause classique d'hyponatrémie aussi dans ce contexte-là. Donc ça, c'était ça. Pas de réel consensus dans la littérature sur quelles explorations faire. Ce qui est assez consensuel, c'est de dire qu'en première intention, il faut faire une imagerie thoracique, une imagerie cérébrale, puisque c'est les causes les plus fréquentes. Que si c'est négatif, il faut compléter par une imagerie abdominale, abdominopelvienne. Nous, on fait souvent tout d'un coup. Voilà. En effet, faire le thoracique puis l'abdominopelvien, souvent tout d'un coup. Et ce qui est beaucoup plus discuté, c'est est-ce qu'on va plus loin et qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin. Nous, on a souvent tendance à aller très loin avant de dire que c'est idiopathique, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un TEP scanner, est-ce qu'on fait une mammographie, des explorations digestives, une consultation ORL. Donc, voilà, ça dépend aussi des facteurs de risque de chaque patient et bien évidemment avec des risques d'incidentalum, plus on multiplie les examens. Il ne faut pas hésiter à répéter. Oui. J'ai l'exemple d'une patiente exactement qui était suivie dans le service, donc hyponatrémie post-osmolaire, le SIAD. Elle a eu la première batterie d'examen négatif, ça persistait. Et puis, quelques temps après, on a vu, en répétant, une tumeur surrénalienne. Et donc, sa natrémie a guéri quand la chimiothérapie a fonctionné. Et puis, quand elle est redevenue hyponatrémique, vous savez qu'il y a un récidive et c'était on-off. Mais sur les examens d'imagerie initiaux, il n'y avait rien. Pas hésiter à les renouveler. Ce qui est assez consensuel dans la littérature est de dire que chez un patient qui a un SIAD idiopathique, il faut au moins le faire tous les 5 ans. Mais c'est au moins tous les 5 ans et ça peut être plus souvent. Mais tous les 5 ans parce qu'il y a aussi des patients jeunes. Quelqu'un de 20 ans, est-ce qu'il faut l'irradier en lui faisant un scanner abdominal tous les ans? C'est très particulier, mais c'est en effet,
Et il y a aussi des tumeurs endocrines mal phénotypées qui sont visibles que sur les thalassomatostatine, des choses comme ça aussi. Voilà, on peut aller très loin. Quand on lit la littérature, on voit qu'en fonction des équipes, c'est assez débattu. Le minimum pour moi, c'est de faire ce qu'on a dit là ici et le renouveler. Et bien évidemment, s'il y a des facteurs de risque, il faut aller plus loin. Et chez un patient, on va dire, de plus de 60 ans, moi, je vais systématiquement plus loin. Quelqu'un qui a 20-25 ans, qui n'a aucun facteur de risque, qui a rien, je ne vais pas forcément lui faire un CDM abdominopelvien, enfin TAP tous les ans, mais je vais le renouveler quand même. Et l'imagerie cérébrale à renouveler. Et quand on suspecte une cause médicamenteuse, je pense que bien évidemment, on arrête le traitement causal suspecté. Mais on recherche aussi les causes associées. Attention, hein. Bien évidemment. Donc après, soit l'anatrémie soit tout se normalise à l'arrêt du traitement, quelqu'un. Mais après, quelle est la cinétique de normalisation attendue? Des fois, c'est pas toujours si clair. Mais il ne faut pas couper somatique. Clairement, avant de dire que c'est idiopathique, il faut vraiment être certain parce qu'en effet, on a tous des histoires où on a rattrapé des diagnostics, des fois secondairement un peu catastrophiques. Et c'est dommage. Histologique, particulièrement associée. Il y a beaucoup de choses. On dit souvent le petite cellule, voilà, c'est ça, mais c'est un grand classique, mais franchement, on voit tout. C'est un grand classique, le petite cellule, mais il n'y a pas que celui-là, là, ça peut vraiment être tout. Ça peut être de l'adénocarcinome, on va dire, banal, digestif, ça peut être aussi un patient, moi je leur fais plus de 60 ans, je leur fais des explorations digestives. Quand j'étais petit, on disait PL. Hein. PL? Ah oui. Ah ouais. Mais je vais pas jusqu'à la PL. Je vais pas jusque-là, mais en effet, probablement on a une imagerie cérébrale qui est peut-être plus précise aussi maintenant, avec l'IRM cérébrale. Je vois pas désagréable. Non, mais avec les imageries de haute résolution qu'on a maintenant. Mais moi, je fais pas de PL à mes patients. Pour vous faire sourire, mais c'est sûr qu'on fait PL. Est-ce qu'on a une idée dans les séries du pourcentage de malades justement que SIADH après cette apparition différente? Il y en a beaucoup, des séries. Moi, j'ai vu aux alentours de 20-30% dans les séries de SIAD. Il y en a qui vont jusqu'à ces chiffres-là. C'est variable. Dans les séries, il y en a beaucoup moins. Ça dépend de la population regardée initiale, mais ça peut aller jusqu'à 20-30%. Ça précède le diagnostic de cancer. Ça dépend s'ils ont exclu les formes iatrogènes ou pas en fonction des séries, mais les valeurs max, ça monte jusqu'à peu près un tiers. C'est important. Je vous ai fait un petit cas clinique, si il nous reste encore un peu de temps. Oui. Donc, petit cas clinique, une dame de 32 ans qui a une découverte fortuite d'hyponatrémie dans le cadre d'une exploration d'une hypertension artérielle. Hyponatrémie hypoosmolaire avec une osmolalité urinaire à 284 milliosmoles, sans insuffisance rénale, sans hypothyroïdie. On lui dit de se restreindre en eau à 1 litre par jour et puis elle fluctue ses valeurs entre 129 et 137 en buvant 1 litre par jour. Elle a comme antécédent un trouble bipolaire diagnostiqué à l'adolescence, traité par lithium pendant quelques années, plus actuellement, une hypertension artérielle sous bithérapie. Donc, elle est sous Twinstar, clozapine, lepticure et Lexomil. Et elle a un profil staturopondéral tout à fait standard. Et je vous ai mis des résultats d'une charge hydrique, puisque nous, on les voit et on leur fait des bilans d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la charge hydrique? Vous n'avez pas forcément l'habitude de voir nos tableaux. Qu'est-ce qu'on voit sur la charge hydrique? Donc, on voit qu'à l'état basal, elle a une natrémie qui est normale basse, à 136, avec une osmolalité plasmatique qui est normale et une osmolalité urinaire qui est intermédiaire, mais qui, dans ces valeurs-là, est non spécifique. Ils ont des consignes avant de faire le test? Ils sont en restriction hydrique quand ils viennent chez nous. Ils arrivent en restriction hydrique depuis la veille au soir. Donc, c'est des valeurs de restriction hydrique. Alors, elles concentrent peut-être pas complètement suffisamment pour une patiente de 32 ans en restriction hydrique, mais c'est assez banal. On lui donne une charge hydrique de 20 ml kg d'eau. Donc, ça, c'est la charge hydrique qui est standardisée. Et on regarde comment elle évolue après la charge hydrique.
qu'elle devient hyponatrémique après la charge hydrique. Elle n'abaisse pas son osmolalité urinaire et elle n'élimine que 22% de sa charge hydrique en 4 heures, où on estime qu'on est censé éliminer plus de 70% de la charge hydrique en 4 heures. Sa clairance de l'eau libre, donc sa capacité à éliminer de l'eau, elle reste négative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'éliminer de l'eau libre au cours de la charge hydrique. On lui a fait un test au synactène qui est normal, on lui a fait une TSH qui est normale. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Et la tension, c'était plus... Pression artérielle, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, elle est hyper tendue. Et l'exploration en HTA dit HTA essentiel. Oui, je l'ai dit, exactement. Les plus jeunes. Ouais, parce que les plus vieux savent pas. Je demande ça à Marie de parler. Marie, elle est exclue de la salle. Est-ce que je suis jeune? Elle trop de temps. Ouais, les plus âgés ont le droit de parler aussi, si les plus jeunes ne veulent pas s'exprimer. Elle n'avait pas vraiment fait son test de sa restriction hydrique. Ouais, elle n'a pas bien fait sa restriction hydrique. Il y a des valeurs que je n'ai pas commentées dans le tableau. Alors, attends, qui est petit, mais qui est en haut à droite. Ah oui. Et la rénine et l'aldo, qui est qu'elle a une rénine très importante. Alors, elle n'est pas en traitement neutre, mais elle est vraiment très importante, sa rénine. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'est que on était mal à l'aise pour conclure qu'elle avait un tableau, donc elle a une expression urinaire qui est inadaptée d'eau dans ce contexte-là. Là, c'est assez certain. Mais on était mal à l'aise pour répondre puisque elle n'était pas sous traitement neutre, mais les valeurs de rénine, elles nous semblaient franchement inadaptées dans ce contexte-là, et on n'était pas certain de pouvoir éliminer un stimulus volémique à ce moment-là, notamment sur la concentration de rénine qui nous semblait très importante. Donc c'est une dame qu'on a fait revenir une deuxième fois, en lui disant mangez correctement salé avant, arrêtez votre traitement antihypertenseur. La natriurèse, elle est à 194 sur 24 heures. Elle est égale, elle est égale à ses apports puisqu'elle est à l'état stable. Peut-être qu'après, la test. Oui, c'est beaucoup pour une patiente hypertendue. Mais elle a la natriurèse de. Elle a dit 194, elle a 10 grammes. Ouais, 11. Elle a dit 11 grammes de sel. Elle a la natriurèse d'une patiente de son âge. Qui a été resté en Chine. Voilà. Donc, on l'a fait revenir une deuxième fois, on lui a demandé d'arrêter son Twinsta. Voilà, en traitement neutre. En traitement neutre, pour pouvoir être sûr elle n'est pas déshydratée, elle est en traitement neutre et on peut tout bien voir. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit quand elle revient en traitement neutre, voilà, elle a bien bu, puisqu'elle a une natrémie dans les valeurs basales qui est basse, elle a 124 de natrémie quand elle revient. Elle était censée être en restriction hydrique. Elle était censée être en restriction hydrique. Vous voyez tout en haut à droite, donc hyponatrémie, hypoosmolaire, avec une osmolalité urinaire qui est inadaptée. On l'a quand même chargée en eau. Il ne faut pas voir. On n'a pas eu peur, on l'a quand même chargée en eau. C'est jamais. On sait jamais. Elle n'a pas beaucoup bougé sa natrémie, puisqu'elle est descendue. Elle descend à 120. Moi, je ne l'aurais pas forcément changée en eau. Je sais pas. Je suis pas sûre. Des fois, on fait des trucs bizarres. Je ne sais pas pourquoi on la charge en eau. Elle n'extrait pas son eau libre, elle n'extrait pas suffisamment d'eau, elle a une réponse qui est inadaptée, et donc on m'a dit elle a un SIAD. Et la rénine et l'aldo, elles sont normales. 22 de rénine, 325 d'aldo, elles sont strictement normales. Là, elle a une rénine et une aldo qui est strictement normale, donc on m'a dit elle a un SIAD. Elle a un SIAD, on fait des explorations, on ne retrouve rien. Elle a quand même une hyponatrémie qui est assez profonde, régulièrement, elle descend jusqu'à 124 en ville. Et on lui propose de débuter un traitement par tolvaptan. Mais pour s'assurer de la réponse au tolvaptan et de l'absence de surréponse, on l'a fait venir en hôpital de jour en lui donnant une dose de tolvaptan en voyant comment elle répond au tolvaptan. Et donc,
poursuivre ça. Vous savez, on est en fin de stage, vous savez. Je suis là, Vous savez, donc il y a Perrinet, C'est quoi comme molécule, quoi? Comme molécule, s'agit sur quelle. sur la même chose, sur les. C'est un analogue de quoi? C'est un analogue du V2R. C'est ça, exactement. Ça va agir sur le V2R. Et donc, on lui donne du tolvaptan et donc on les fait venir pour le tolvaptan principalement pour vérifier qu'ils, sur des contacts, sont capables d'adapter leur soif à l'administration de tolvaptan pour pas leur faire prendre de risque de surcorrection au tolvaptan. C'est ça notre but principal quand on les fait venir pour ce test au tolvaptan. Quand on lui donne du tolvaptan à cette dame, qu'est-ce qui se passe? Donc elle part d'une natrémie normale basse, assez banale pour elle, 133 de natrémie. On lui donne du tolvaptan, sa natrémie, elle bouge pas. Elle reste aux alentours de 130, 133, 132. Surtout son osmolalité urinaire. Elle ne bouge pas d'un coup. Elle ne répond pas. Quelle est votre hypothèse? Alors, la question qu'on s'est posée, nous, avant, c'est mais a-t-elle vraiment pris son tolvaptan? Oui, de mal partout. Il faut toujours. On est patient, mais des fois, on a raison. On a tendance à avoir le mal partout. On a interrogé, Des fois, pas assez. on l'a interrogé dans tous les sens en lui disant mais vous êtes sûr, vous l'avez vraiment pris? Bon, elle l'a vraiment pris. Elle était censée prendre un quelle heure? Là, ici, on a le moment à 11h. C'est 11h, c'est le moment où on met administration de tolvaptan, ça répond très vite. La demi-vie du tolvaptan est très courte, c'est 10h30 ou 11h. Elle prend son tolvaptan, elle répond pas du tout. Et en effet, donc, cette dame, en dehors, donc, première hypothèse, elle l'a pas pris. Deuxième hypothèse, elle a une mutation activatrice du V2R qui fait que le problème, c'est pas de lui donner ou pas du tolvaptan. Son V2R, il peut pas répondre. Et donc, au cours du suivi, on l'a bien interrogé, en parallèle de lui demander si vraiment elle n'avait pas recraché le tolvaptan à la toilette. Et sa mère et sa tante ont aussi une hyponatrémie. Et c'est une patiente qui a en effet une variation moléculaire de V2R. Et ils n'ont pas tous de troubles psychiatriques, ils ont tous cette variation de V2R, et donc une forme génétique d'hyponatrémie. Donc ça, c'est des cas rares, exceptionnellement. Voilà. Mais le cas clinique, il permet de faire un peu les différentes hypothèses qu'on peut se poser à l'hyponatrémie. Je ne sais pas s'il persiste des questions, des remarques. Quand on a le bip David et qu'on a une hyponatrémie qui est demandée. Ah, ben moi je les appelle pas. Oui, l'hypermastrie, Pardon, c'est d'abord on va te féliciter. Merci. Le BIP, c'est le 5-51-77. Ou le 5-66. Vous savez nous joindre. Question des commentaires. C'était très clair sur l'arbre diagnostic. Vous avez oublié l'APL. Il expliqué. Et en gros, parce que nous, en pratique, quand on a des hyponatrémies qu'on n'a pas encore, c'est souvent ces week-ends, on n'aura pas de solidité gastrique avant mars. En fonction de l'âge du patient, si vraiment on peut faire un gaz du sang, ou est-ce qu'on met une urinaire. c'est ça. Ou un peu des deux. Hein. Ouais, tu peux faire les deux. Ça peut être les deux. Un peu de FI, un peu de RH. Ouais, tu peux. Exactement. Un gaz du sang sur la machine. Si le patient il sent tu peux mettre du FI et puis éviter qu'il y ait des apports osmolaires. Exactement. Quantifier son volume de boisson et puis la restriction hydrique. En néphrologie, souvent, le PNM, ils ont plus l'habitude, mais c'est de faire attention aux tous apports ajoutés. C'est vous leur avez prescrit la restriction hydrique 1 litre, mais ils lui ont apporté la soupe. Ils lui ont donné un verre d'eau en plus pour les médicaments. Voilà, les apports hydriques IV aussi, parce que forcément, vous avez aussi un volume des perfusions. C'est apport hydrique, tout compris. On va se mettre dans le contexte du CIAD quand même. Voilà, exactement. Bien sûr. Moi, j'ai une question parce que malgré tout, ça m'arrive maintenant assez régulièrement par rapport au tolvaptan, etc. Vous utilisez quand les glyphosines?
Parce que ça marche pas. Enfin, ça fonctionne plutôt pas mal, hein, dans mon expérience pour pas dans les grands CAD, on est bien d'accord, mais ça a été quand même décrit, en particulier avec l'emploi. Et donc, ça coûte un peu moins cher quand même que le Tolvaton, on va dire. Donc, ils ont donné ou pas? En résumé? Alors, moi, je suis contente quand ils en ont déjà pour une autre indication. D'accord. J'en ai pas initié pour seul motif, mais je joue assez facilement avec les apports, notamment avec l'urée. Je leur donne très facilement de l'urée en complément, en plus, parce qu'on peut moduler sur les apports d'urée, c'est la préparation magistrale. C'est pas très bon. Moi, je n'en donne pas, mais ça m'intéresse. Voilà. Et donc, tu prescris urée, le pharmacien, il fait pas. Exactement, préparation magistrale d'urée. Surtout que là, il n'y en a plus. Si, ça sert pour faire des. C'est 15 mg, voire même 7,5. Des engrais. Des toutes petites doses de tolvaptan. Donc, non, mais donc, vous donnez du tolvaptan. En résumé, vous donnez. On donne un peu de tolvaptan chez les jeunes qui comprennent bien, qui sont capables d'adapter leur soif, qui sont capables de comprendre comment l'arrêter. Voilà, c'est avec des prérequis de risque de surcorrection, qui n'est pas négligeable. Et on l'initie que au cours d'une HDJ. Moi, je l'initie jamais en ville. J'ai vérifié l'absence de surréponse parce que les tests de tolvaptan, c'est les fois où on vous appelle en disant donnez du tolvaptan, maintenant il a fait plus 15 d'osmo, on veut surveiller, vérifier qu'il arrête de continuer à augmenter. Voilà, c'est les patients qu'on hospitalise aussi de temps en temps après le test de leur donner. Un nombre de patients qui n'est pas négligeable, à qui on ne peut pas parce qu'ils ne sont pas capables d'adapter leur soif. Donc, c'est pas négligeable. On utilise le tolvaptan relativement souvent, mais chez des gens qui n'ont pas de normalement de maladie, pas l'épiscopique. Et c'est des toutes petites doses. C'est des toutes petites doses. Moi, j'ai des patients qui sont à 7,5 de tolvaptan. C'est ça. 7,5, on leur demande de le prendre le matin. Comme ça, ils sont bons de mettre la nuit. Parce que l'effet il est relativement court. Donc, on va prendre le matin, ils sont tranquilles la nuit. Et ça leur donne des diurèses à 2-3 litres. On leur donne entre 7,5 ou 15. Ce qui leur permet d'être à peu près confortable. Plutôt tolvaptan, urée. C'est vrai que j'ai pas l'usage d'initier les glyphosines parce que on n'a pas la MM dans cette indication-là. Mais ça me choquerait pas de le faire. Honnêtement, chez un patient à qui on peut pas mettre de tolvaptan et qui est embêté, si elle est donnée. Il y a un papier avec un glyphosine qui a 2 ans, qui montre que en fait, ça fonctionne plutôt pas mal avec les CADH. Moi, ça m'arrive assez régulièrement. Parce qu'on augmente comment dire, c'est pas les CLDH par mutation. Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Je suis un peu embêté avec les d'autant plus s'ils ont une assurance cardiaque, machin, sur le public. Là, c'est parfait. Mais c'est vrai que ça marche très bien, et puis on comprend très bien pourquoi ça marche. On augmente leur quantité d'osmole urinaire de manière importante, donc on augmente leur capacité d'éliminer de l'eau. En fait, on augmente leur osmolalité urinaire de manière importante grâce à l'élimination de sucre urinaire, et donc ils ont la possibilité d'éliminer tout l'eau en excès de manière beaucoup plus facile. Donc d'un point de vue physiopathologique, ça marche très très bien. Et en effet, l'étude en question, elle est assez claire. Hein. C'est vrai que moi, j'ai pas cette pratique. Marie, moi, je ne l'ai mis pas hors indication, mais on a même. Non, mais parce que, par exemple, on pourrait aussi les mettre pour le lithium. J'ai plein de patients. Pour le lithium, oui. Oui, il y a une étude qui va débuter, une étude interventionnelle qui va débuter. Je ne suis pas obsédé par les glyphosines, mais le fait est qu'il y a des papiers qui montrent que ça peut être utile dans un certain nombre d'applications. Je suis d'accord. Non, mais quand c'est vraiment sans aucune autre. Donc, on n'a pas d'autre alternative. En expliquant aux patients qu'on est hors MM et qu'on peut, hein, franchement. Questions, commentaires. Et c'est juste un peu moins cher en plus. C'est moins cher. Puis le tolvaptan, on est de plus en plus limité pour l'hyponatrémie. Il commence parce qu'il y a le retour de l'alconatrème qui est revenu, et donc le tolvaptan, il était autorisé dans l'hyponatrémie tant qu'on n'avait plus d'accès à l'alconatrème, qui est quand même pas une molécule qu'on a envie de donner aux patients parce que ça a quand même une toxicité importante.
Et les dernières données. Pardon, je ne sais pas ce que c'est. C'est la déméclocycline. Ah oui, d'accord. La cycline. Exactement. C'est la déméclocycline, qui sont les vieilles molécules qui datent de avant qu'on ait le tolvaptan et les glycosines. Voilà. Mais qui était indiqué pour les SIAD. Qui a été non disponible pendant un grand nombre d'années, qui est revenu en termes de disponibilité, et les autorités de santé ont dit ça coûte beaucoup moins cher, donnez ça plutôt que du tolvaptan pour les hyponatrémies. C'est assez particulier. Hein. C'est des vieux souvenirs. Mais je pense que personne d'entre nous prescrit cette molécule-là pour l'hyponatrémie. Vous connaissiez ou pas? Non, personne. En tout cas, dans les recommandations des autorités de santé, c'est revenu avant le tolvaptan dans les recommandations. Mais très clairement, la toxicité décrite que ça a, les molécules qui sont disponibles actuellement, moi, clairement, je le recommande pas. Voilà, l'urée, ça coûte pas cher. On va passer de l'urée en malade dans les consultations de néphrologie. Alors, l'urée, évitez l'urée plasmatique. Pour les plus jeunes, si vous donnez l'urée aux patients, ne vous choquez pas, l'urée plasmatique augmente forcément. Attendu. Ok, bah écoute, merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Je vais éteindre l'enregistrement. Non. On pense que malheureusement, De rien.